Bonjour et bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Deuxième partie de cette émission avec la presse quotidienne régionale, les Indés radios, 130 radios qui nous relaient sur tout le territoire français, les télés locales de France qui nous rediffusent et TV5 Monde qui nous diffuse également dans 200 pays. L'invité politique ce matin sur ce plateau, c'est la ministre du Travail, Muriel Pénicaud. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin de manière très zen. Pour vous interroger, Marcelo Westfred du Figaro pour Public Sénat, bonjour, très zen également. Bonjour Marcelo, et Hervé Favre de La Voix du Nord, bonjour. Toujours zen. Vous représentez la presse quotidienne régionale. Merci Hervé, la presse quotidienne régionale qui diffusera cette interview politique à partir de 10h sur tous ses sites. On démarre tout de suite avec le Conseil européen. Un accord a été trouvé in extremis cette nuit. L'Europe va créer des centres fermés pour les migrants à leur arrivée. Est-ce que c'est la bonne solution, une bonne solution, Muriel Pénicaud? L'accord qui a été trouvé cette nuit, il y a 3 volets. Il y a un volet protection extérieure, il y a un volet solidarité, il y a un volet comment on accueille et aussi on vérifie que les demandeurs d'asile peuvent être demandeurs d'asile aux frontières. Je crois que le plus important, c'est déjà qu'on a trouvé un accord au niveau européen. Parce que l'Europe, c'est un peu comme la démocratie, hein, c'est une conquête quotidienne. Beaucoup prédisaient que ça serait impossible. Et je crois que c'est déjà l'élément important de cette nuit, c'est qu'on a pu trouver un accord. Après, il y a toute la mise en œuvre. Il va falloir le faire de façon qui est à la fois protectrice pour l'Europe, mais aussi respectueuse des droits humains. Ça, c'est ce qui va se faire maintenant sur le terrain, concrètement. Merci Westfred. Est-ce que c'est une victoire? Est-ce qu'on peut dire que c'est une victoire de l'Italie parce que ce sont finalement ces coups de force qui ont obligé les Européens à essayer de changer les règles du jeu? C'est une victoire de l'Europe. Au moment où on prédit, beaucoup de gens disent que c'est impossible de garder l'unité européenne, je crois qu'on ne se rend pas compte de la chance qu'on a d'avoir l'Europe. Bien sûr, il faut la réformer, il faut la transformer, on est tous d'accord. Mais 28 pays qui, de façon pacifique, décident ensemble de s'allier, je crois qu'on ne se rend pas compte de la force que ça représente dans le monde, la protection que c'est pour nous tous, mais aussi la force que c'est. Donc il faut absolument l'améliorer. Et à chaque fois qu'on arrive à se mettre d'accord, malgré des oppositions fortes, et il y avait bien des oppositions fortes, c'est une victoire, mais c'est chaque jour, il en faut une. Hervé Favre. Alors, votre loi sur l'apprentissage et la formation arrive au Sénat. Des amendements ont été déposés pour remettre les régions au cœur du dispositif. Bon, chez nous, Xavier Bertrand est plutôt favorable à cette réforme, mais il semble un peu isolé sur cette position. Est-ce que vous avez convaincu ces partenaires présidents de région que cette réforme ne les dépossédera pas finalement de cette... Alors, je crois que l'enjeu, c'est quoi? C'est qu'il y a seulement 420 000 apprentis en France, alors que c'est une voie de réussite. 7 sur 10 ont un emploi, on peut aller du CAP à l'ingénieur. Enfin, on est le seul pays d'Europe centre et nord qui n'a pas un système d'apprentissage de grande ampleur. Et c'est nous qui avons le taux de chômage des jeunes le plus élevé. Donc, pour moi, le seul enjeu, c'est les jeunes et les entreprises. Après, on a un système qui fonctionne d'une certaine façon depuis 20 ans. Il n'a pas réussi à décoller depuis 20 ans. Donc nous, on prend le pari qu'en ayant un meilleur équilibre de la mobilisation de tout le monde, c'est-à-dire les régions, mais aussi les entreprises et les branches, on va arriver à enfin développer l'apprentissage. Et donc, effectivement, ça bouscule, parce qu'il y a les régions vont avoir des compétences en plus, en moins. Il n'y a pas un risque de voir disparaître des formations très spécifiques, adaptées à un territoire. Alors il y a deux choses. Dans les formations très spécifiques, comme c'est les branches professionnelles qui vont définir, par exemple les tailleurs de pierre, il y en a peut-être 5 ou 8 qu'on forme par an. C'est eux qui vont définir le coût. Donc ils vont bien sûr qu'ils vont préserver leur métier. Et puis ensuite, il y a ce que j'appelle le dernier kilomètre, où effectivement, une fois qu'on a un grand système qui permet une grande péréquation, qui permet en gros de financer toutes les formations CFA de tous les CFA de France, à chaque fois qu'un jeune et une entreprise se mettent d'accord, ensuite il y a le CFA plus rural, sur lequel il faut une aide supplémentaire. C'est pour ça qu'il y aura une dotation et les régions pourront compléter. Alors actuellement, on discute de savoir à quelques dizaines de millions d'euros, quel est le juste prix de ça. C'est ça la discussion qui est en cours. Alors justement, les amendements qui ont été déposés en commission, au contraire, sont en train de... Parce que dans votre dans la version que vous avez fait voter à l'Assemblée nationale, vous sortiez les régions du dispositif, en tout cas pour donner vraiment le pilotage aux branches. Or là, les amendements remettent les régions au centre du dispositif. Est-ce que les sénateurs sont en train de dénaturer l'esprit de la loi? Alors, le texte qui a été voté à l'Assemblée nationale et proposé par le gouvernement, amélioré par l'Assemblée,
ne transpose pas la compétence des régions aux branches. Les régions n'ont jamais défini les diplômes professionnels. On va le confier aux branches. Donc ça, c'est une présentation qui n'est pas la réalité du texte de loi. La réalité, c'est qu'on dit que à chaque fois qu'on donne beaucoup plus de liberté aux acteurs de terrain. C'est une loi comme le Code du travail, qui est une loi qui parie sur le terrain. Le terrain, c'est qui? Ce sont les entreprises, les jeunes et les centres de formation d'apprentis. Donc, il y a des compétences aujourd'hui qu'on n'estime pas nécessaires. Il n'est pas nécessaire d'interdire ou de limiter le développement de l'apprentissage. On est le seul pays européen à avoir un système d'autorisation administrative. Oui, ça, on le supprime. C'est ce qu'on propose, parce que ça n'ajoute pas. Il faut au contraire que tous les acteurs, que ce soit un centre de formation d'apprentis, une branche, une collectivité territoriale, et notamment pour les Outre-mer, ça va être très utile, ou une entreprise puisse créer ou développer un centre de formation d'apprentis. À la délégation Outre-mer, on a discuté de ça et on a d'ailleurs convenu à l'Assemblée nationale de mettre en place par ordonnance un système où on va adapter à chaque territoire d'outre-mer. On en a reparlé aux assises d'outre-mer et je me suis engagée d'ailleurs à faire un groupe de travail avec les sénateurs et les députés de tous les bords sur ce sujet. Donc au contraire, ça va être très proche du terrain. Mais on ne transfère pas l'un à l'autre. Simplement aujourd'hui, les branches, les entreprises sont sur un strapontin dans ce système. Ça ne peut pas marcher. C'est un contrat de travail et les branches sont pas, et les entreprises ne sont pas responsabilisées. Contrat de travail, justement, vous avez mis en place un système de bonus-malus pour éviter que les entreprises ne recourent de façon abusive aux contrats courts. Or, dans les amendements du Sénat, il est question de le supprimer. Est-ce que vous allez revenir là-dessus ou pas? Pour l'instant, c'est la Commission des affaires sociales qui s'est prononcée. Le Sénat ne s'est pas encore prononcé, c'est le Sénat en séance, puisque ça, c'est le 10 juillet. Donc moi, j'attends de voir le résultat du texte une fois voté au Sénat. Mais ce qu'on a Quel est votre avis sur le fond? À mon avis, c'est simple, c'est qu'aujourd'hui, on a une précarité excessive. On a 80% des embauches, ce sont des CDD et de l'intérim. Dans certains cas, c'est justifié, on en a besoin, c'est un surcoût de marché, d'opportunités, des remplacements. Mais il y a aussi certaines entreprises qui ont fait un système de gestion qui est excessif, qui met les gens dans la précarité et finalement qui est à la charge des autres entreprises. Question alors complémentaire. On a prévu dans la loi que si les partenaires sociaux, d'ici la fin de l'année, comme ils l'ont demandé, ne trouvent pas une solution, à ce moment-là, c'est l'État qui le Question complémentaire, est-ce que vous allez revenir sur le cumul salaire, indemnité chômage qui favorise ce qu'on appelle la permittence finalement? Alors, le sujet de la permittence, qui est très lié au premier, c'est qu'en fait, on a des règles qui ont été bâties à une époque plutôt de récession et qui aujourd'hui encouragent finalement, du côté employeur, parfois du côté salarié, mais notamment du côté employeur, finalement une installation dans la précarité. Tout le monde sait qu'avec un emploi précaire, on ne peut pas emprunter, on ne peut pas être autonome, on ne peut pas se loger. Finalement, comment on peut se projeter toute sa vie dans un emploi précaire? Et puis c'est là où sont les trappes à pauvreté. Parce que les emplois précaires, ce sont aussi des emplois moins qualifiés, moins développés. Donc sur les deux sujets, les partenaires sociaux vont discuter et on prendra la main s'ils n'y arrivent pas. Alors je pense que vous avez vu le résultat d'une enquête publiée mardi, une enquête de CSA qui montre que les chefs d'entreprise et les DRH finalement retiennent plus des ordonnances les possibilités, les facilités de licenciement que des facilités d'embauche. Est-ce qu'il n'y a pas un problème cette enquête, de pédagogie à faire? Ça se fait dans le. J'ai commandé à 3 personnes. Parce que ça donne des arguments à l'opposition. J'ai commandé à 3 personnes issues du monde syndical, du monde patronal et de l'OCDE de faire une évaluation. Ils la feront en fin d'année. C'est trop tôt. Mais en attendant, ils étudient les perceptions. Bon, ce que je peux vous dire, j'étais à Brest mardi, à Plougastel plus exactement. J'ai rencontré 400 chefs d'entreprise. J'en rencontre tout le temps. Beaucoup, surtout des PME. Qu'est-ce qu'ils se disent? Depuis les ordonnances, on n'a plus peur d'embaucher. Aujourd'hui, notre sujet, c'est les compétences. On n'a constaté aucune vague de licenciements après les ordonnances. Donc ces craintes-là n'ont pas été fondées. Maintenant, le vrai défi, c'est qu'il y a des marchés. Ils n'arrivent pas à les prendre pour les compétences. Mais c'est normal qu'aujourd'hui, les perceptions soient encore toutes jeunes. Ça 4 mois. Et on n'est pas encore du tout de le planifier encore des ordonnances. On avait dit qu'il faudrait 18 mois ou 2 ans. Marcelo Pestred. Alors, le patron du MEDEF, Pierre Gattaz, quitte ses fonctions dans quelques jours. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce qu'il a dit? Il a dit récemment dans une interview que le MEDEF avait gagné la bataille des idées. Alors, moi, je ne sais pas ce que ça veut dire. C'est au genre d'opinion de le dire. Plus de souplesse dans le marché du travail. Alors, je pense que il y a quand dans la campagne présidentielle, puis quand le président de la République a demandé au gouvernement de mettre en œuvre les ordonnances et que j'ai porté ce texte, évidemment, la réflexion venait de tous les bords. On a eu des réflexions importantes avec MEDEF, CPME et UDP, puisque c'est une loi qui se penche
en particulier sur l'adaptation aux petites et aux moyennes entreprises. C'était notre obsession dans ce texte, c'est que ça soit enfin applicable aux petites et moyennes entreprises. Mais on a aussi écouté du côté syndical, il y a des aménagements, par exemple le renforcement des branches ou l'indemnité légale de licenciement qui viennent du monde syndical. Donc on écoute tout le monde, bien sûr qu'on écoute les chefs d'entreprise, parce que les chefs d'entreprise, c'est eux qui créent des emplois, mais on écoute tout le monde et après c'est le rôle du gouvernement de choisir sa voie. C'est Muriel Pénicaud, la ministre du Travail, qui est notre invitée politique ce matin dans Territoire d'Info. Que pensez-vous de Jean-Louis Borloo quand il dit publiquement que la vision d'Emmanuel Macron est inefficace et dangereuse parce qu'on abandonne ceux qui ont besoin d'aide? Alors, j'étais pas dans la salle quand il a parlé. Mais vous avez vu la vidéo? Non, j'ai pas vu la vidéo. Ce que je veux dire, c'est que quelle est moi, ma stratégie de lutte contre le chômage de masse? Le premier sujet, c'était les ordonnances. Il faut redonner confiance. Là, les PME, ils disent on n'a plus peur d'embaucher. Le deuxième, c'est la stratégie compétences. C'est le cœur du projet de loi, c'est le plan d'investissement compétences. Mais le troisième volet, c'est l'inclusion des plus vulnérables. Parce que si la croissance repart, mais que ceux qui sont les plus éloignés se disent ah, mais le train il repart, mais moi je ne peux pas monter dedans, ça c'est très négatif. Mais vous allez accompagner comment ça? On l'accompagne déjà. Par exemple, hier, j'étais à Marseille. On fêtait les 20 ans des écoles de la deuxième chance, qui ont été initiées par Edith Cresson, il y a 20 ans, qui était là, qui était un peu la marraine de l'événement. Il y avait 400 jeunes venus de toute la France, Hexagone et Outre-mer. Ça veut dire qu'on en parle depuis 20 ans, surtout. Moi, j'ai annoncé, alors qu'on n'a plus donné de moyens supplémentaires aux écoles de la deuxième chance depuis plus de 5 ans, eh bien, moi, j'ai annoncé la création de 9 nouvelles écoles sur le plan d'investissement. Et alors là, vous allez avoir beaucoup de candidatures. J'ai lancé aussi, on va avoir beaucoup de candidatures. J'ai lancé aussi, il y a quelques semaines, toujours dans le plan d'investissement compétences, un appel d'offres qui s'appelle 100% inclusion, puisqu'on a un tissu associatif et local extrêmement dynamique et en termes d'innovation sociale, pour là aussi, au moment où la croissance repart, qu'on ait des formules innovantes comme les écoles de la deuxième chance, les EPID ou cuisine mode d'emploi. Ça fait 20 ans qu'on en parle, donc, vous dites Edith Cresson. Comment? Ça fait 20 ans qu'on en parle. De quoi? De cela, oui. De ce sujet. Il y a eu des choses faites. C'est il y a 20 ans. Il y a des choses faites. Les écoles de la deuxième chance ou les EPID, tout ne s'avance pas aujourd'hui. Mais aujourd'hui, moi, je veux amplifier ça parce que au moment où la croissance repart, on peut justement permettre. Moi, je crois d'expérience que nul n'est inemployable. Mais il faut des marchepieds, il faut des tremplins. Ça vous choque pas que Jean-Louis Borloo, à qui vous avez commandé un rapport il y a encore quelques semaines, se permette publiquement d'être aussi dur contre Emmanuel Macron? D'abord, le gouvernement n'a pas fini de donner ses réponses sur le sujet, puisque, comme vous savez, il y a un travail interministériel important autour du Premier ministre et de ma collègue Agnès Buzyn sur la lutte contre la pauvreté. Mais tout se relie, parce que ce qu'on fait en matière d'inclusion dans l'emploi, qui est plutôt ma responsabilité, ce qu'on va faire sur les quartiers prioritaires de la ville avec l'ANRU, ce qu'on va faire sur la lutte contre la pauvreté, tout ça, je crois qu'au mois de juillet, on aura l'occasion de s'exprimer collectivement. Mais quand même, est-ce que Jean-Louis Borloo n'a pas quelques raisons d'être amer? Et on a deux raisonnements qui s'opposent. Celui du président qui dit les banlieues n'ont pas besoin d'emplois aidés, ils veulent des vrais emplois. Et Jean-Louis Borloo qui dit il faut quand même remettre le pied à l'étrier d'une bonne partie de la population. Ça dépend ce qu'on appelle l'emploi aidé. Moi, je suis en train d'augmenter aussi l'insertion par l'économique. Je rajoute sur le quinquennat 200 millions d'euros pour rajouter de la formation dans l'insertion par l'économique. On sait, qu'est-ce que disent les associations, les organismes de terrain? On sait depuis longtemps que ce qui marche, c'est qu'avoir à la fois une expérience de travail, une formation et un accompagnement personnalisé. Parce que ceux les plus vulnérables, ils ont aussi des problèmes de santé, de logement, d'estime de soi, enfin, toutes sortes de problèmes. Il y a plusieurs manières de le faire. Après, Jean-Louis Borloo, et c'est son droit, propose certaines formules, il y en a d'autres. Et donc, voilà, c'est normal qu'il y ait un temps de réflexion et que le gouvernement se prononce. La grande sociale. On voit que le mouvement social à la SNCF s'essouffle, Air France, ça s'essouffle, les facs, c'est terminé. Est-ce que vous diriez que c'est passé, que la grogne sociale est passée? Je pense qu'il n'y avait pas de grogne sociale collective. C'est des sujets différents qui sont d'ailleurs restés différents, la réforme de la SNCF est un sujet en soi, la situation un peu préoccupante d'Air France en est une autre, et les universités, c'était la crainte, parce qu'il y avait un nouveau système qui aujourd'hui donne déjà des résultats, parce que plus de 80% des jeunes ont déjà pu avoir des propositions, c'est beaucoup mieux que les années précédentes, et tous auront une solution cet été. Mais c'est pas une grogne sociale, c'est des sujets qui... je dirais, étaient dans le même calendrier. Donc, il y a encore des coups durs dans l'actualité sociale. Dans la région, aujourd'hui, Jean Cabi, entreprise centenaire, qui devait fêter ses 100 ans, ferme, voilà, aujourd'hui. Il manquait 12 millions pour boucler un plan industriel avec une nouvelle usine.
l'État semble impuissant à éviter ce genre de situation. Je crois qu'il y a deux sujets. Il y a, l'État agit beaucoup. Bruno Le Maire, notamment, dans son action au commissaire aux restructurations, travaille beaucoup sur ce sujet. Après, je pense que... Je reviens au sujet compétences, parce que c'est vital pour l'avenir, pour chaque salarié, mais aussi pour les entreprises, et donc pour l'avenir, la puissance de notre pays. Les métiers changent, vous le voyez tous les jours, on l'a vu dans la distribution, mais c'est vrai dans d'autres secteurs. L'Internet, le numérique est partout, la transformation environnementale est partout. On estime à 50% les métiers qui vont être profondément transformants dans les 10 ans qui viennent. Oui, mais en attendant, donc si on n'agit pas... Ces 230 salariés qui perdent leur emploi aujourd'hui, ils vont se retrouver. Tous les jours, il y a des emplois qui se détruisent et des emplois qui se créent. Donc il faut aller plus vite et plus fort. Sur quoi? Sur les compétences. La moitié des problèmes d'emploi, c'est le manque de compétences. Et puis les sujets de mobilité, parce qu'on peut pas. Il faut aussi un emploi qui est près de chez soi. Donc, mais il faut aller encore plus vite, parce que on peut pas être juste défendre le passé. Il faut au contraire avoir des emplois pour demain, pour tout le monde. Madame Pénicaud, est-ce que vous avez vu la dernière étude de l'INSEE sur le moral des Français? Oui, j'ai vu. Pour la première fois depuis 2016, il chute. Alors, est-ce que ça vous inquiète, ce regain de pessimisme? Alors, il y a 2 études qui sont sorties en 24 heures, une qui dit qu'il chute, une qui remonte. Donc, je ne sais pas qui croire. Je pense que c'est pour ça aussi que, pour moi, l'action pour la jeunesse, c'est le plus important. Le moral, il est lié au pouvoir d'achat et tout, mais il est d'abord, est-ce que vous avez confiance que vos enfants, ils vont avoir de l'emploi, ils vont pouvoir être autonomes, une bonne vie. C'est ça, c'est ma priorité. Alors, on vient aux choses sérieuses, j'allais dire. Vous êtes considéré comme zen depuis que Paris Match a publié un reportage sur vous. On vous voit pieds nus dans le jardin du ministère, en plein exercice de relaxation. Ça fait beaucoup jaser. C'est quoi? C'est de la communication ancien monde, ça? Paris Match m'a suivi pendant une semaine dans les coulisses de la loi pour voir comment se fabriquait la loi. Bon, je n'aurais pas dit, là, je ferme la porte, là, je l'ouvre. Et bien, il se trouve que vous avez vu, je suis plutôt du genre qui travaille beaucoup et intensément, plutôt 15 heures par jour. Et je prends quelques minutes par jour, oui, pour faire de la relaxation. Bon, ils ont pris ce moment-là. Apparemment, ça a mis un zeste d'humour dans la journée de beaucoup de gens hier. Voilà. Alors, en vérité, vous pratiquez un art martial aussi, et pas simplement le yoga. Je fabrique aussi un peu d'arts martiaux, enfin, de relaxation. Je pense que c'est très important pour tout le monde, chacun d'entre nous, d'avoir un équilibre dans la vie professionnelle et privée, et puis aussi la tête, le cœur et le corps. Quels arts martiaux, d'ailleurs? Là, c'est un cocktail sur mesure. C'est-à-dire je vais pas en remettre. C'est bon, j'ai eu assez d'humour hier. Beaucoup de femmes en pratiquent, vous le savez. Oui, bien sûr. Et beaucoup de femmes et d'hommes pratiquent la relaxation. Merci ils se retrouveront. Merci Muriel Pénicaud, vous êtes ministre du Travail, d'avoir été l'invité politique de Territoire d'Info. Merci Hervé Favre et Marcelo Westfred. On passe au débrief de vos propos dans un instant. Merci. Voilà, j'accueille 2 personnalités réputées comme zen. Jérôme Cordelier, qui est rédacteur en chef des éditions locales du Point, et André Crétenant, de toute façon. Oui. André Crétenant est suisse, donc ça va avec, directeur de l'information de TV5 Monde, notre partenaire qui nous diffuse dans 200 pays, André Crétenant. Donc nous allons faire l'interview comme ça. Donc Jérôme Cordelier, André Crétenant, nous avions Muriel Pénicaud, la ministre du Travail, sur ce plateau. On démarre avec ce Conseil européen. TV5 Monde diffuse évidemment ses programmes dans toute l'Europe. On n'attendait pas cet accord, on l'a eu. Alors, question basique, est-ce un bon accord? L'avenir le dira, c'est difficile. Je pense que ce qui est important, c'est qu'il y ait une entente, en tout cas une entente affichée au niveau des partenaires européens. Je pense qu'on sous-estime la crise que l'Europe est en train de traverser. Cette Europe qui est née après la guerre, qui est non seulement un projet commercial, mais aussi un projet de paix. On sortait de la guerre, on l'a un peu oublié aujourd'hui, avec la montée des populismes, la participation de partis extrémistes dans certaines coalitions, que ce soit en Autriche, que ce soit en Italie, fait à mon avis peser un très grand danger sur cette construction. Donc cet accord, voilà, apporte un peu de calme, un peu d'espoir, mais les choses ne sont pas jouées. La question de l'immigration reste pleine entière. Je crois que dans l'accord qui a été trouvé hier soir, enfin cette nuit, il s'agit de compter aussi sur les pays qui sont volontaires pour ouvrir ces fameux centres de contrôle. Donc voilà, je pense qu'il y a encore pas mal de difficultés, mais
il y a un certain espoir, je dirais, dans cette situation. Mais d'une manière générale, l'immigration fait peser un danger énorme sur cette construction européenne. Ce qui est important aussi, c'est de prendre en compte l'opinion publique, parce que peut-être qu'aujourd'hui, on n'est pas dans une crise des migrants, mais dans une crise politique des migrants, comme l'a dit d'ailleurs le président Macron. Il n'empêche qu'il y a l'opinion publique qui a un certain avis sur cette question, et il faut en tenir compte. Comme l'a dit d'ailleurs Muriel Pénicaud ce matin sur ce plateau, Oui. Jérôme Cordelier. Je suis d'accord avec ce qu'a dit André, sauf sur un aspect, c'est que je pense qu'on ne sous-estime pas du tout la crise européenne. Au contraire, on voit bien que les dirigeants, un peu à retard en fait, sont en train de prendre à bras-le-corps le problème européen. L'immigration, c'est quand même, ce qui est frappant quand même, c'est le degré d'impréparation des dirigeants, alors qu'on sait que, évidemment, c'est la plus grande mutation à l'œuvre et qui va durer pendant des années du fonctionnement de la planète tout entière. Donc c'est un sujet où, justement, les dirigeants donnent l'impression d'agir dans l'urgence, alors qu'il y avait une manière d'anticiper quand même toutes ces questions, et il faudra encore plus anticiper pour la suite. Et alors, juste pour dire, c'est que dans ce rabibochage européen, on peut dire, la France a une carte à jouer formidable. Parce que, justement, on est entouré de populisme. Il y a des dirigeants, Angela Merkel est quand même un dirigeant en fin de... Affaibli. Affaibli, et Emmanuel Macron a un boulevard devant lui. Et d'ailleurs, je pense que sa rencontre avec le pape a été déterminante. Enfin, en tout cas, ils ont parlé beaucoup de ça, puisque le pape va s'appuyer sur Emmanuel Macron. Alors, dans l'interview politique donc, de Muriel Pénicaud, la ministre du Travail, on a beaucoup parlé d'apprentissage. Elle a expliqué qu'elle était à Marseille hier pour redoter l'école de la deuxième chance, seconde chance, qui a été mise en place il y a 20 ans par Édith Cresson, Premier ministre. 20 ans pour régler des problèmes qui sont toujours latents, André Crétin. Oui, mais c'est une question de... Moi, je pense Pourquoi aussi l'apprentissage n'est-elle pas populaire? C'est une question culturelle, je pense. C'est une question qui est ancrée profondément dans l'esprit des Français. Oui, en France. En Suisse? En Suisse, c'est le contraire. C'est-à-dire qu'en Suisse, Suisse parce que vous êtes suisse. L'apprentissage est considéré comme une voie tout aussi importante, voire même parfois plus importante que les études. J'ai vécu dans la partie alémanique de la Suisse, où effectivement, on considère que les enfants doivent être beaucoup plus manuels, doivent choisir un métier qui leur plaît, etc. Et on ne valorise pas nécessairement les études. D'ailleurs, la Suisse aujourd'hui se trouve plutôt dans une situation contraire, où on n'a pas assez d'ingénieurs, pas assez d'architectes, pas assez de médecins. Mais on ne choisit pas l'apprentissage parce qu'on ne serait pas bon pour les études, etc. Pas du tout. Et d'ailleurs, la ministre était en Suisse il y a quelques mois, précisément pour voir de manière très concrète comment ça marche. Et elle considère que la Suisse, de ce point de vue-là, est un modèle. Jérôme Cordelier, sur l'apprentissage, 20 ans. Oui, pour que ce pays prenne conscience de la chance que peut être l'apprentissage, puisqu'elle a dit ça. Oui, il faut juste signaler que les écoles de la deuxième chance, c'est un formidable dispositif. Donc depuis 20 ans, ça joue beaucoup quand même. 9 écoles nouvellement créées. Dans l'intégration, et c'est un truc qui marche. Il faut quand même dire de temps en temps quand les choses marchent. Et alors, il faut expliquer ce que c'est. C'est-à-dire qu'on donne une deuxième chance, au fond, à des gens qui ont eu des filières d'études qui se sont mal terminées. Voilà, exactement. Et c'est vrai que l'apprentissage, mais on sent qu'entre le ministère du Travail et le ministère de l'Éducation, il y a quand même une voie qui est prise comme ça par la France. Là aussi, encore à retard, mais en tout cas, c'est fait. Et c'est vrai qu'il faut valoriser le travail manuel, mais dès l'école primaire. C'est-à-dire qu'on a perdu un peu, alors que, par exemple, on n'arrête pas de stariser. Les stars de l'époque, c'est les chefs cuisiniers. Mais je veux dire, on n'arrête pas de parler il y a eu les footballeurs et les chefs cuisiniers. Et à l'école primaire, il y a peu d'apprentissage sur le travail manuel. C'est quand même étonnant, quoi. C'est-à-dire qu'on privilégie le cerveau, l'intellect, plutôt que le travail manuel. C'est curieux. De manière générale, la ministre est très pragmatique. Et là, voilà, c'est un discours qu'on entend beaucoup chez un certain nombre de ministres de ce gouvernement-là, avec des experts, avec une approche très pragmatique des problèmes. Voilà, on a très souvent, et c'est normal, une approche politique de l'action gouvernementale, et on ne parle pas suffisamment, effectivement. L'apprentissage est une des raisons de la réussite économique allemande. Vous avez vu qu'elle a distingué les grognes sociales en disant qu'il n'y en avait pas une grogne sociale, mais des grognes sociales, et qu'au fond, les choses se terminaient.
Ça, c'est l'ancienne DRH. Oui. Alors, Je pense, c'est là aussi, c'est la pratique aussi, c'est la pratique de la négociation. C'est une négociatrice. Moi, j'y suis sensible, évidemment. En tant que Suisse, on est toujours dans la négociation, on est toujours dans la recherche du consensus. On est toujours dans la recherche du consensus et on ne considère pas que lorsqu'il y a consensus, il y a un perdant, il y a un gagnant. Le consensus, par définition, vous avez deux parties gagnantes. Oui, mais enfin, pardon, j'aime beaucoup la Suisse, mais la Suisse est un beaucoup plus petit pays que la France. Donc la recherche du consensus, même si c'est vrai que vous avez un caractère plus œcuménique que le nôtre. On termine sur le caractère. Tous les deux, vous pratiquez le tai chi ? Pas du tout, non, je pratique pas le tai chi, mais je pratique la lecture. Vous avez vu ce qu'elle en a dit? Ça faisait partie d'une vie quotidienne et Camille, qui a une vie stressante, il a le droit d'être zen quelques secondes par jour. C'est plutôt pas mal, mais je pense que là, sans le vouloir apparemment, mais bon, je sais pas, mais en tout cas, c'est une très bonne opération de communication. Merci Jérôme Cordelier, merci André Crétenant. Il y en a un qui aurait sans doute besoin de tai chi, c'est Donald Trump. Il démarre d'ailleurs le Zap Monde de TV5 Monde. Ce qui s'est passé dans le monde ces dernières heures avec notre partenaire TV5 Monde, on le regarde ensemble. J'ai beaucoup de respect pour la Chine, mais nous avons perdu 500 milliards de dollars ces dernières années. L'Union européenne, nous avons un déficit commercial de 151 milliards de dollars l'an passé. Nous allons retravailler tout ça, ça va être amical. Nous adorons le Canada, j'aime le Canada, je l'aime. Que les États-Unis veulent le beurre et l'argent du beurre. Les États-Unis veulent le beurre et l'argent du beurre. Chrystia Freeland le dit souvent ces dernières semaines. La ministre canadienne des Affaires étrangères qualifie d'injuste et d'illégale les taxes imposées par l'administration Trump aux importations canadiennes d'acier et d'aluminium, en invoquant des raisons de sécurité nationale. Cette idée est plus qu'absurde. Elle est blessante. Les querelles commerciales entre le Canada et l'administration Trump sont le pain quotidien de Chrystia Freeland depuis un an. L'ex-journaliste passe 80% de son agenda à négocier avec les Américains et les Mexicains le renouvellement de l'ALENA. C'est une réalité en Suisse. Dans certains cantons, des mineurs de moins de 15 ans sont placés en détention administrative avec leurs parents dans l'attente d'être renvoyés. La pratique inquiète la commission de gestion du national. Les dispositions légales interdisent la mise en détention des enfants de moins de 15 ans. Or, certains cantons mettent régulièrement des mineurs en détention avec leurs parents, ce qui est vraisemblablement illégal. On a placé les enfants dans un foyer et détenu les parents séparément de leurs enfants et on n'a même pas informé les parents de où étaient placés leurs enfants. Donc une situation vraiment qui va à l'encontre de la Convention européenne des droits de l'homme. Dans ce camp de déplacés en plein cœur de la capitale, plus de 40 000 personnes s'entassent sous la protection toute relative des casques bleus. Ils sont bien souvent incapables d'empêcher les violences, notamment sexuelles, à l'intérieur ou aux abords de ce camp. Le Rwanda a donc décidé de déployer 80 femmes officiers de police pour mieux répondre aux besoins des déplacés. Dans une zone de conflit, les femmes et les enfants sont les plus vulnérables. Voilà la réalité. Donc pour gérer des cas de violence basés sur le genre, des violences sexuelles, eh bien les femmes policières peuvent faire un bien meilleur travail que les hommes. Voilà le Zap Monde de TV5 Monde, notre partenaire qui nous diffuse tout ce week-end dans les 200 pays à travers le monde. Merci, bon week-end. Demain matin, je vous donne rendez-vous à 7h30 pour les meilleurs moments des interviews politiques et on se retrouve évidemment lundi. À bientôt, bon week-end. Bon week-end.